Salut les amis, très ravi de vous retrouver ici votre humble serviteur, Dr Jean-Paul Mouka. Bienvenue chers amis dans ce 13e numéro de Excel Africa BizTech, cet espace qui essaie de décrypter les dessous de cartes sur les enjeux africains à la croisée des chemins entre la transformation numérique et le commerce international. Numéro 13, les amis, merci beaucoup pour votre fidélité, merci pour vos commentaires. Voilà déjà 12 numéros que nous avons fait et certains d'entre vous ont pris le temps d'aller les écouter un par un et d'envoyer quelques commentaires. Je vous en suis reconnaissant. Cette chaîne, cet espace, il existe grâce à vous. Continuez à envoyer les commentaires. Abonnez-vous, s'il vous plaît. J'ai besoin de vous. J'ai besoin de vos abonnements, de vos partages. Et donc, ce numéro, chers amis, il s'inspire de l'actualité du 20 au 26 février 2022. Et ce tour d'Afrique, il nous amène tout d'abord au Kenya. Donc là, vous avez compris, nous sommes très focus Afrique de l'Est dans ce numéro. Il nous amène tout d'abord au Kenya où le géant numérique, Facebook nous semble être quelque peu dans la tourmente, notamment les conditions de travail, par rapport aux conditions de travail imposées par son sous-traitant Samasource, que vous retrouvez là. Nous vous en dirons plus tout à l'heure. Et on parle carrément de conditions de travail qui sont assimilées à de l'esclavage, ni plus ni moins. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est que la modération de contenu en ligne, chers amis? Eh bien, restez avec nous, on va en parler parce qu'il s'agira beaucoup de ça et nous allons vous aider à décrypter ce phénomène des temps modernes. Et ici, aujourd'hui, Facebook et son sous-traitant Samasource au Kenya sont vraiment dans notre projecteur suite à l'actualité de la semaine du 20 au 26 février. Décryptage à suivre. Ensuite, nous resterons en Afrique de l'Est pour parler de Djibouti. Voilà. Nous parlons de Djibouti. Vous savez, c'est un pays petit par la taille, mais grand par son importance stratégique dans la BizTech et par ses ambitions. Eh ben, pour le coup, par ses ambitions XL, voire XXL. Et oui, nous sommes ici particulièrement sensibles à tout ce qui est XL, comme notre nom l'indique, Excel Africa BizTech, tout ce qui est XL, car cela renvoie non seulement à la grandeur XL des ambitions, mais aussi à l'excellence XL comme Excel pour emprunter de l'anglicisme requise pour arriver à cette grandeur justement. Alors nous éplucherons ces quelques aspects des énormes investissements de Djibouti, notamment en ce qui concerne les câbles optiques sous-marins, qui sont, vous savez, la colonne vertébrale essentielle de la capacité d'accéder au numérique pour tous. C'est une condition sine qua non, chers amis, pour réussir sa transformation numérique, comme vous le savez, et votre pays devrait s'en occuper. Chaque pays digne de ce nom devrait passer par ce virage. Nous vous expliquerons pourquoi et comment. Voilà, là, nous allons tout droit dans le vif du sujet. Et ici, c'est voilà, The Africa Report qui reprend aussi un article du Time qui est sorti dans le Time Magazine que j'ai consulté. Article très fouillé, très bien documenté sur une enquête effectuée autour des conditions de travail dans la société Samasource qui est le ou si vous voulez, le sous-traitant de Facebook dans tout ce qui concerne la modération de contenu en ligne. Nous vous expliquons ce que c'est, nous vous expliquons ce que nous avons découvert pour vous. Tous les liens sont en description de la vidéo, vous pouvez les retrouver et amusez-vous bien, chers amis. Et donc, le grand titre, ici au Kenya, donc Facebook Outsourcing Company accused of inhumane conditions. Donc, la société sous-traitante de Facebook qui est accusée de conditions inhumaines imposées donc, par Samasource, ainsi que, voilà, en sous-titre ici, on parle des conditions brutales de travail des employés commis à la modération de contenu en ligne. An investigation by the Time has revealed brutal conditions at the Facebook outsourcing company that moderates explicit content for the social media giant. Alors, chers amis, pour bien comprendre, je dois tout d'abord vous expliquer brièvement c'est quoi la modération de contenu. Alors, vous savez, Internet a libéré et voire libéralisé la liberté d'expression, rendant chacun de nous
voilà, chacun de nous capable de créer son propre contenu, audio, vidéo, et pour cause. En ce moment même, vous écoutez et vous regardez en ce moment un contenu créé en dehors du circuit traditionnel des médias officiels. Et donc cela peut très vite dégénérer, aller dans tous les sens et devenir la jungle, surtout sur les réseaux sociaux, ce qui est d'ailleurs largement déjà le cas. Et donc pour essayer de contenir toutes ces dérives, les géants du numérique ont le devoir de modérer les contenus. Voilà pourquoi lorsque vous postez par exemple une vidéo violente sur les réseaux sociaux, elle a de bonnes chances d'être censurée et éventuellement effacée des réseaux sociaux. Voilà l'enjeu de la modération de contenu en ligne, les amis. Mais dites-moi, vous pensez que cela se fait comment tout ça? Certainement par des algorithmes intelligents de Google, Facebook, que sais-je encore, et tous les autres qui détectent automatiquement tous ces contenus faux, dangereux ou tout simplement jugés submersifs ou, pour emprunter un terme très à la mode en ce moment, tous ces contenus jugés complotistes. Vous savez, on a beaucoup entendu par exemple des thèses complotistes lorsqu'il s'agissait de remettre en cause les vaccins ou la cause ou certaines conversations reliées à l'épidémie, à la pandémie de Covid. Et donc, voilà, vous pensez peut-être que tout ça est parfaitement automatisé, n'est-ce pas? Eh bien non, vous vous trompez. Vous vous trompez, les amis, parce que l'intelligence artificielle, elle joue un rôle de gendarme, mais il ne vous a pas échappé qu'elle est encore relativement à ses balbutiements et qu'elle n'assure donc ce fonctionnement, cette fonction-là que seulement en partie. En passant, nous reviendrons probablement dans un prochain focus pour décrypter certains enjeux de l'intelligence artificielle et l'apprentissage machine, le fameux machine learning, qui vous permettra par exemple de comprendre ce qui se passe en réalité lorsque l'on vous demande, allez, on va dire, avant d'accéder à un site web sécurisé, d'identifier, je ne sais pas moi, toutes les cases contenant par exemple un chien. D'accord? En fait, ce qui se passe, c'est que Google dispose de millions et de millions de photos, d'images de chiens, de toute race, toute couleur, toute position, couchés, debout, en train de courir, sur différents fonds, dans la jungle, dans la nature, dans votre salon, dans la piscine, etc., etc. Sans parler des millions de photos de loups, voilà, les loups qui peuvent ressembler aux chiens, mais qui ne sont pas tout à fait des chiens. Ou des vaches ou des chèvres qui sont aussi sur quatre pattes, comme des chiens, mais qui n'ont rien à voir avec les chiens. Et donc, en choisissant les bonnes cases, lorsque on vous demande, allez, avant d'accéder, choisissez les bonnes cases, chaque case qui contient un chien, ce que nous faisons en fait, nous les humains, en général, parce que nous connaissons la différence entre les chiens et les vaches, par exemple, en choisissant cela, et à force de répétition, nous apprenons à l'ordinateur, à travers nos réponses, à savoir faire la part des choses. C'est bien cela l'enjeu derrière les fameux tests CAPTCHA que vous avez tous su. En fait, CAPTCHA, c'est Completed Automated Public Turing Test to Tell Computers and Humans Apart. En d'autres mots, c'est un test qui permet voilà, de séparer les humains et les robots. Vous savez, c'est le monde de validation auquel vous êtes souvent soumis, donc pour prouver que vous n'êtes pas un robot et ainsi montrer patte blanche avant d'accéder à un contenu sécurisé sur une page web. Si le sujet vous intéresse d'ailleurs, vous pouvez vous documenter davantage sur ce qu'est le test de Turing. C'est un test en fait conçu en 1950 par le mathématicien et cryptologue Alan Turing, pour mesurer la capacité d'une machine à imiter une conversation humaine. Donc pour revenir à nos moutons, chers amis, les modérateurs de contenu, c'est donc les véritables pompiers du numérique. Ces censeurs qui sont payés pour regarder chaque contenu que vous et moi nous publions sur le net, notamment les réseaux sociaux, et pour déterminer si oui ou non ce contenu est acceptable. Et dans ce papier très détaillé que je vous ressors ici, du Times Magazine, qui est aussi relayé ici par, donc, comme je disais, The Africa Report,
On revient en long et en large sur les conditions épouvantables dans lesquelles ces pompiers du numérique travailleraient, notamment dans cette branche de Samasos à Nairobi, au Kenya. Je vous ai même sorti ici une capture d'écran, une capture d'écran du tweet de Frances Hogan. Si vous avez suivi l'actualité, Frances Hogan, c'est cette ex-employée de Facebook, devenue depuis peu lanceuse d'alerte, et que vous avez peut-être suivi dans les médias il y a quelques mois, vers fin 2021, donc il y a de cela quelques mois. Elle a défrayé la chronique en dénonçant publiquement les pratiques douteuses de son ex-employeur, orientées d'abord et avant tout sur la rentabilité des réseaux sociaux et toute la propagande fumeuse dont ils nous bassinent régulièrement, sur leurs prétendument nobles intentions qui ne viseraient que notre bonheur, notre protection et le renforcement de l'éthique en ligne, alors que dans les faits, tous les algorithmes, en tout cas la majorité de ces algorithmes, sont d'abord et avant tout orientés vers la maximisation de revenus, revenus publicitaires et autres revenus. Voilà, donc on continue sur ce papier. Et Samasos, donc à Nairobi, vous pouvez voir ici, voilà, ça c'est leur bureau, c'est leurs installations à Nairobi. Dans ce papier, d'ailleurs, on fait un contraste assez intéressant et assez interpellateur entre la relative opulence dans laquelle ces sociétés existent et la pauvreté, la misère dans les bidonvilles, euh, juste à côté, d'où viennent d'ailleurs et où vivent la plupart de leurs travailleurs, comme celui-ci par exemple. Il se trouve voilà, dans le bidonville de Makuru Kwanjenga, qui est un des bidonvilles de Nairobi, voilà. Situé à même pas 2 kilomètres de ce beau bâtiment. Et ce papier revient aussi avec force détail sur donc ces contrastes et, qui alimentent tant d'inégalités et tant, voilà, tant d'inégalités, qui mettent en valeur la pauvreté, qui mettent en valeur, qui mettent en avant plutôt l'exploitation de la main-d'œuvre pas chère. Et on nous relate ainsi le calvaire de ces fameux modérateurs de contenu en ligne, qui sont contraints souvent de regarder ces vidéos, parfois d'une grande brutalité, d'une grande barbarie, avec des conditions notamment salariales très misérables. Donc, ici par exemple, on nous parle de outsourcing trauma to the developing world. Donc, on nous parle carrément ici donc, il s'agit de délocaliser le traumatisme et la souffrance vers les pays pauvres. Donc voilà, cette délocalisation, en fait, se passe évidemment parce que, vous savez, en Occident, face à la clameur publique de plus en plus présente, quoi de mieux que de faire profil bas, de raser les murs et de déplacer le problème vers les pauvres pays africains notamment, qui d'ailleurs, faute de mieux, accepteront volontiers la torture et à cœur joie, même au péril de la santé mentale parfois, question d'avoir de quoi nourrir sa famille, hein. Mais ça, c'est ici vraiment, moi, c'est voilà, les capitalistes, vous savez ce qu'ils font. C'est Staline, je pense, à qui on attribue la citation que vous connaissez. Les capitalistes nous vendront même la corde avec laquelle on les pendra. Donc, tout ce qui peut être vendu sera vendu. Et si ça peut être vendu moins cher à un coin du monde, eh ben, c'est là que l'on déplacera, délocalisera la souffrance, la charge du travail. Mais ici, moi, j'aimerais faire une interpellation à nos dirigeants africains. Voilà, parce que, vous savez, le problème, c'est il ne faut pas seulement pointer le doigt vers ces organisations qui exploitent nos frères, qui exploitent nos sœurs. On a vu ici déferler toute cette problématique des call centers, par exemple, avec l'avènement des télécommunications il y a déjà 20 ans sur le continent africain et leurs conditions quasi esclavagistes dans lesquels ils font travailler les agents de call center avec tout ce qu'il y a comme target, tout ce qu'il y a comme conditions, mais alors draconiennes dans lesquelles ils travaillent. Eh bien, vous savez, on n'a rien fait pour ça. Et aujourd'hui, il y a un autre monde qui arrive.
Et on dit bienvenue dans le monde de la modération du contenu numérique. Encore une autre piste sur laquelle les Africains, souvent mal payés, souvent désespérés pour grappiller quelques boulots que ce soit, question de mettre du pain sur la table, vont se faire exploiter, vont se faire, mais alors torturer. Imaginez regarder à longueur de journée les vidéos, parce que sur Facebook, on poste, il y a de tout, sur Google, il y a de tout. Imaginez, votre travail, c'est de regarder à longueur de journée des vidéos postées où on est en train d'égorger les gens pour de vrai, des vidéos postées de jeunes filles qui sont en train de se faire violer, de mamans qui sont en train de se faire tabasser, de la violence conjugale, de je sais quelle autre vidéo postée, et vous êtes là, votre travail, c'est de regarder, de modérer. On parle ici, par exemple, dans ce papier, et je vous le renvoie, hein, je ne vais pas tout vous lire, les amis, ça sera trop long, mais on parle, par exemple, des fameux average handling time, qui sont en fait les temps de traitement. Donc, vous avez 50 secondes pour trancher si le document reste ou il part, mais c'est sous une pression de malade, les amis. Et à la fin, on parle du peu ou pas d'accompagnement psychologique, et donc les gens craquent, les gens sombrent dans la dépression. Tout est bien détaillé dans ce papier, une incroyable enquête. Il y a même un droit de réponse dans le même papier de la part de la société Samasos. Je vous les recommande vivement. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous en savez quelque chose? Est-ce que ça vous parle? Et voilà, parlons-en. On est ici pour ça aussi, pour décrypter au-delà de toutes ces belles choses qui se passent sur les réseaux sociaux, qui nous mettent en contact, vous et moi, aujourd'hui. Mais derrière ces contenus, il y a quand même des réalités atroces dont il faudrait que nous autres décideurs, influenceurs et autres enthousiastes professionnels africains, nous soyons au courant pour rouvrir l'œil de nos dirigeants et pour dire voilà, c'est bien d'accueillir les emplois de l'étranger, mais pas à n'importe quel prix. Donc, on va faire la transition vers Djibouti, qui est notre seconde escale de ce numéro en Afrique de l'Est. Et ici, pour mettre en valeur ce titre que je vous ai retrouvé dans Agence Ecofin, et alors là, on vous indique juste Djibouti, c'est voilà, ce pays juste là, le point rouge là. Djibouti Telecom va se connecter à un 9e système sous-marin de fibre optique. D'accord? Je vous présente juste une petite carte d'identité ici de Djibouti pour ceux qui ne seraient pas très familiers au pays. Écoutez, il n'y a aucune honte à ça, on apprend ici tous les jours. Donc ce pays d'Afrique de l'Est, à la corne de l'Afrique, que l'on peut retrouver là et que je vous ai un peu grossi là, hein, Djibouti, qui est entre l'Érythrée, l'Éthiopie et la Somalie, donc juste en face du golfe d'Aden, et qui est déterminé à investir massivement pour accroître l'accès de sa population à Internet à haut débit. Ici, vous pouvez voir quelques informations que je vous ai juste tout simplement tirées de Wikipédia. Djibouti, c'est à peu près 1 million d'habitants, juste en dessous de 1 million d'habitants, 23 000 km². Donc un petit pays par la taille, mais vous verrez qu'il ne manque pas d'ambition et je reviendrai notamment sur cette carte dans une seconde. Alors, on va essayer de voir ici. Donc voilà, ici je vous parlais juste de l'emplacement. Donc là, on se situe à peu près là, Djibouti. Et donc, le golfe d'Aden, c'est tout simplement la ligne maritime la plus achalandée du commerce international, les amis, qui relie notamment le monde asiatique à l'Occident, donc en passant par le golfe d'Aden. Et voilà, vous pouvez voir la ligne rouge ici, jusqu'au canal de Suez, au Moyen-Orient, Méditerranée, vers l'Europe. Et donc, cette région, les amis, c'est le centre névralgique du commerce international. Si vous avez loupé l'épisode, vous vous souviendrez, et ceux qui ont suivi se souviendront peut-être que l'année passée, le commerce mondial tout entier était, mais alors, en panique lorsque un bateau s'était enlisé et avait bloqué le passage du canal de Suez. Voilà sur la route sur laquelle on se situe, et Djibouti est juste là, tout en face, et a bien l'intention de faire jouer sa position stratégique, parce que oui, il faut bien faire la politique de sa géographie. Lorsque vous êtes situé dans un passage aussi fréquenté, aussi achalandé du commerce mondial, vous aurez tort de ne pas faire jouer votre position géostratégique.
Et donc, je vous ai, par exemple, sorti ici aussi on va dire, dans le plan de développement à l'horizon 2035, Vision Djibouti 2035, ce projet dont le plan articule des grands projets intégrateurs qui ont pour vocation de rendre Djibouti encore plus indispensable sur la scène mondiale du commerce international. On peut par exemple voir ici tout en bas, et je vais vous lire juste très rapidement ce paragraphe. On parle ici, voilà, de 5 grandes infrastructures, donc portuaires, des terminaux à conteneurs, des zones franches, mais aussi des oléoducs, des routes et des chemins de fer, ainsi que la fibre optique en vue de promouvoir et faciliter les exportations, le commerce régional et international. Alors, dans ce très beau rapport sur la République de Djibouti, un futur souhaité, donc qui est en fait le rapport, la vision de développement du pays que j'ai pu consulter. Je vous l'ai mis en description. Allez voir comment certains pays essaient de structurer, d'articuler leur développement. Peut-être que vous conseillez des décideurs dans votre pays. Cela pourrait vous aider, voir un peu comment ce pays, petit par la taille, se rêve en grand. Vous pouvez voir ici, voilà, Djibouti, c'est juste là. Le petit point vert que je vous encercle en rouge là. Et ici, par exemple, cette carte que j'ai tirée de ce rapport, il met en valeur le projet de chemin de fer transafricain qui a pour vocation de relier Djibouti à Dakar. Voyez-vous? Et donc, voilà, en suivant le tracé bleu là, qui traverse toute l'Afrique en largeur pour notamment désenclaver, parce qu'il y a pas mal de marchandises qui viennent d'ici, qui viennent voilà, qui viennent de là, d'Asie, de Chine notamment, d'Inde, etc., et qui doivent normalement remonter vers l'Europe, quitte à redescendre par la suite vers l'Afrique de l'Ouest, etc. Et Djibouti se dit non, nous ce qu'on va faire, on va aussi essayer de créer un hub de transport ici pour que certaines marchandises à partir d'ici puissent venir là et imaginer ce que ça pourrait créer comme bonheur pour toutes ces populations vivant au cœur de l'Afrique qui seront irrigués par de tels projets d'interconnexion des populations, des marchandises, de circulation des biens et même des capitaux. Et donc, voilà, nous allons, donc là, franchement, bon, si vous n'êtes pas fâché avec la géographie, moi j'adore les cartes, les amis. Je vous ai ressorti ça aussi pour essayer de voir encore une fois par rapport au reste du monde, notamment au monde asiatique, où se situe Djibouti pour comprendre les enjeux de ce positionnement, notamment dans ce corridor-là, qui est le golfe d'Aden, jusque plus haut, le canal de Suez, la mer Méditerranée et l'Europe. Tronçon incontournable, je répète, du commerce international. Donc voici un pays qui fait à merveille la politique de sa géographie, chers amis, et qui sort des sentiers battus de la facilité qui consisterait à dire que voilà, lorsqu'on est riche en matière et en ressources naturelles, on est riche, et quand on n'a pas de ressources naturelles, ben, on doit se cantonner à se penser en pauvre, à se considérer comme pauvre, n'ayant rien, aucun espoir, aucune perspective. Donc bravo Djibouti, c'est ce que moi j'appelle la transformation numérique en marche. Voilà, je vous recommande encore vivement Vision Djibouti 2035, super document. On nous relate juste ici un coup. Voilà, ça c'est bon. Je vais vous passer les détails, les amis. Ici, je voulais juste aller vous documenter, vous verrez les coûts. Par rapport au PIB du pays, vous comprendrez que c'est des grosses sommes, c'est des gros montants qui sont dépensés. Ça montre, ça trahit l'ambition. Et ici, on vous montre par exemple que la ligne d'atterrissage qui constituait le sujet de notre élément ici, commence en Malaisie, passe par le Bangladesh, l'Inde, le Sri Lanka, les Maldives, le Pakistan, passe par Djibouti, l'Arabie Saoudite, l'Égypte, la Grèce, l'Italie et qui arrive jusqu'à Marseille. Je pense que voilà, c'est à peu près cette ligne-là. Vous voyez tous les pays qu'elle dépasse, les pays que nous venons de citer, jusqu'à Marseille en France. Très beau papier, très belles illustrations qui vous permettent de décrypter ces enjeux du commerce international comme nous avons l'habitude de le faire ici. Dites-moi ce que vous en pensez et j'ai envie de vous écouter. En attendant, abonnez-vous chers amis, envoyez-moi des likes, ça m'encourage, ça me donne le moral. Activez la cloche, partagez et retrouvez-moi sur toutes ces plateformes. Essayons ensemble, chers amis, d'éclairer les masses, les informer du progrès, les outiller pour la concurrence. Humblement vôtre,
c'est Dr Jean-Paul Mouka. Prenez soin de vous et des vôtres. Je vous dis à très bientôt avec le même plaisir. Chap chap.